Je m'appelle Sophie Leclerc, j'ai 36 ans et ma vie était celle dont beaucoup rêvent. Conservatrice d'art à la Galerie Lumière dans le quartier du Marais à Paris, j'ai consacré ma carrière à trouver la beauté dans les œuvres des autres, tandis que ma propre existence semblait être une toile parfaitement composée. Un mariage de 12 ans avec Antoine Leclerc, héritier d'une vinicola prestigieuse de Bordeaux, un appartement élégant à Saint-Germain-des-Prés avec vue sur la Seine, et des amis fidèles qui complétaient ce tableau idyllique. Antoine et moi nous sommes rencontrés lors d'une exposition de photographie contemporaine. Il était venu représenter sa famille pour un possible partenariat avec la galerie. Je me souviens encore de son regard intense lorsqu'il observait les œuvres, de la façon dont il parlait du vin comme d'une forme d'art. Cette passion m'avait séduite immédiatement. Notre mariage, célébré dans le vignoble familial sous un ciel parsemé d'étoiles, semblait être le début d'une histoire sans fin. Les premières années ont été comme un rêve. Nous voyagions entre Paris et Bordeaux, équilibrant ma carrière dans l'art et ses responsabilités au domaine. Chaque anniversaire était marqué par un cadeau spécial, une aquarelle rare, un bijou vintage, un week-end surprise dans une capitale européenne. Puis, les choses ont commencé à changer subtilement. Les cadeaux sont devenus des achats de dernière minute. Les week-ends romantiques se sont transformés en voyages d'affaires où je n'étais plus conviée. Les conversations profondes ont été remplacées par des échanges superficiels sur la météo ou les derniers potins mondains. J'ai attribué ces changements à la pression professionnelle. Le château Leclerc traversait une période difficile avec la concurrence internationale et les changements climatiques affectant les vignobles. Antoine passait plus de temps au domaine, revenait épuisé, distant. J'ai fait ce que font la plupart des femmes amoureuses, j'ai compensé. J'ai redoublé d'attention, préparé ses plats préférés, créé un havre de paix dans notre foyer pour qu'il puisse se ressourcer. Et j'ai ignoré cette petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas. Camille Dubois était ma meilleure amie depuis l'université. Brillante sommelier, elle avait remporté plusieurs prix prestigieux et travaillait comme consultante pour des restaurants étoilés. C'est moi qui l'avais présentée à Antoine, pensant que leur passion commune pour le vin créerait une amitié professionnelle enrichissante. Et cela a été le cas au début. Ils discutaient de cépages, de techniques de vinification, de l'évolution du marché. J'étais heureuse de voir mon mari retrouver son enthousiasme lors de ces conversations. Camille était aussi mariée à Pierre Dubois, un architecte renommé qui avait conçu plusieurs bâtiments emblématiques de Paris. Nous formions un quatuor parfait, dînant ensemble régulièrement, partageant des week-ends dans notre maison de campagne en Provence ou dans leur élégant loft près du canal Saint-Martin. Pierre était plus réservé qu'Antoine, plus sensible aussi. Il observait sa femme avec admiration lorsqu'elle parlait de vin, comme si chaque mot qui sortait de sa bouche était une révélation. Je me souviens précisément du moment où j'ai commencé à soupçonner que quelque chose se passait entre Antoine et Camille. C'était lors d'un dîner chez nous. Antoine avait ouvert une bouteille rare du domaine, un millésime que nous gardions pour une occasion spéciale. Lorsqu'il a servi Camille, leurs doigts se sont effleurés et un regard a été échangé. Un regard qui a duré une fraction de seconde trop longtemps. Pierre était occupé à me montrer les plans de son nouveau projet sur son téléphone et n'a rien remarqué. Mais moi, j'ai vu. Et j'ai senti cette première fissure dans mon cœur. Les semaines suivantes, j'ai observé, j'ai écouté. Antoine recevait des messages tard dans la nuit qu'il prétendait être du domaine. Il rentrait avec des parfums qui n'étaient pas les miens. Il avait soudainement besoin de voyager plus souvent pour rencontrer des distributeurs. Camille, de son côté, annulait nos déjeuners hebdomadaires pour des dégustations professionnelles de dernière minute. Elle parlait moins de Pierre, évitait mon regard lorsque j'évoquais les difficultés de mon mariage. Je n'ai rien dit. J'ai continué à sourire, à jouer le rôle de l'épouse parfaite, de l'amie fidèle. Je ne voulais pas voir la vérité, parce que la vérité signifiait que tout ce que j'avais construit était basé sur un mensonge. Puis est venu ce jour, ce mercredi pluvieux de novembre. J'étais rentrée plus tôt de la galerie, trempée jusqu'aux os après une averse soudaine. Antoine était supposé être à Bordeaux pour 3 jours. J'ai entendu sa voix dans notre chambre, alors que j'accrochais mon manteau dans l'entrée. Mon cœur s'est emballé.
Une surprise romantique peut-être? Un retour anticipé pour me retrouver? Je me suis approchée silencieusement, poussée par un mélange d'espoir et de crainte. La porte était entr'ouverte. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Antoine, assis sur notre lit, téléphone à l'oreille, parlant d'une voix que je ne reconnaissais pas, douce, intime, vibrante d'émotion. « Tu me manques tellement, Camille. Je n'arrive pas à dormir sans toi. Ces 3 jours vont être interminables. » Je suis restée immobile, incapable de respirer, de bouger, de penser. Antoine a continué, inconscient de ma présence. J'ai réservé notre table au ciel rouge pour vendredi soir, la table près de la fenêtre, comme tu l'aimes. Je t'aime, mon amour. Le ciel rouge, ce restaurant exclusif du 16e arrondissement, où Antoine m'avait promis de m'emmener pour notre 10e anniversaire, mais où une urgence au domaine l'avait empêché d'aller. Ce restaurant où apparemment il avait leur table, près de la fenêtre comme elle l'aimait. Je me suis éclipsée sans faire de bruit, suis sortie de l'appartement et ai marché pendant des heures sous la pluie, insensible au froid, au klaxon, au regard des passants sur cette femme élégante maintenant trempée et hagarde. Lorsque je suis rentrée, Antoine était parti, laissant un message sur la table de la cuisine. Urgence au domaine, retour vendredi soir, je t'aime. Ces 3 derniers mots, qui autrefois réchauffaient mon cœur, me semblaient maintenant être la plus cruelle des moqueries. J'ai déchiré le papier en 1000 morceaux, comme mon cœur venait d'être déchiré. Mais au milieu de cette douleur insupportable, quelque chose d'autre est né, une résolution froide, calculée. Je ne serai pas la femme pathétique qui pleure et supplie. Je ne confronterai pas Antoine dans une scène dramatique qui lui permettrait de me manipuler avec des excuses et des promesses vides. Non, je ferai quelque chose de beaucoup plus significatif. Je leur montrerai exactement ce que leurs actions avaient causé, non seulement à moi, mais aussi à Pierre, qui ne méritait pas cette trahison. J'allais orchestrer une révélation qui leur ferait comprendre pleinement les conséquences de leur égoïsme. J'ai séché mes larmes, me suis installée à mon bureau et ai commencé à planifier. Mon premier appel a été pour le ciel rouge. D'une voix calme et professionnelle, j'ai réservé une table pour 2, spécifiquement à côté de la réservation au nom de Leclerc pour vendredi soir. La réceptionniste a accepté sans poser de questions. Ensuite, j'ai rédigé un email à Pierre Dubois, que je connaissais professionnellement mais avec qui je n'avais jamais communiqué directement sans Camille. J'ai inventé une collaboration potentielle entre sa firme d'architecture et ma galerie, suggérant un dîner pour discuter des détails. J'ai proposé le ciel rouge, vendredi à 20h, comme si ce choix était anodin. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai continué à travailler à la galerie, à sourire aux clients, à discuter d'acquisitions potentielles, tout en sentant mon monde s'écrouler intérieurement. Antoine est revenu de Bordeaux jeudi soir, m'embrassant sur la joue comme si rien n'avait changé, me racontant des histoires inventées sur les problèmes au domaine. J'ai joué le jeu, préparant son plat préféré, l'écoutant avec une attention feinte, tout en observant chaque mensonge, chaque manipulation. Ce soir-là, alors qu'il dormait paisiblement à mes côtés, j'ai pleuré silencieusement, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que je m'apprêtais à faire. Je savais que vendredi soir changerait tout, que rien ne serait plus jamais comme avant, mais je savais aussi que je ne pouvais plus vivre dans cette illusion, que je méritais la vérité, que Pierre aussi la méritait. Le vendredi est arrivé, apportant avec lui une étrange sérénité. Antoine est parti tôt, prétextant une journée chargée au bureau. J'ai passé des heures à me préparer, choisissant soigneusement ma tenue, un tailleur crème impeccable qui me donnait une allure professionnelle et distante. J'ai coupé mes longs cheveux noirs en un carré net, symbolisant cette rupture avec mon passé. J'ai appliqué mon maquillage avec une précision chirurgicale, créant un masque parfait pour cacher la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Pierre a confirmé notre rendez-vous, semblant enthousiaste à l'idée de cette collaboration potentielle. Il ne se doutait pas qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui briserait son monde autant que le mien avait été brisé. J'ai ressenti un pincement de culpabilité à l'idée de l'utiliser ainsi, mais j'ai rapidement rationalisé. Ne méritait-il pas de savoir? N'aurais-je pas voulu que quelqu'un me montre la vérité plus tôt? Alors que l'heure approchait,
J'ai regardé mon reflet dans le miroir une dernière fois. Une larme solitaire a coulé sur ma joue, laissant une trace sur mon maquillage parfait. Je l'ai laissée comme un témoignage silencieux de ma douleur. Cette femme dans le miroir, avec ses yeux tristes et sa détermination froide, c'était une nouvelle version de moi-même, une version forgée dans la trahison, mais résolue à ne pas se laisser définir par elle. Je suis sortie de l'appartement, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Le taxi m'a déposé devant le ciel rouge à 19h45. Pierre m'attendait déjà, élégant dans son costume gris, un sourire poli sur son visage. Si seulement il savait ce qui l'attendait. Nous avons été conduits à notre table, parfaitement située pour voir l'entrée du restaurant, et la table où Antoine et Camille seraient assis. Pierre et moi avons été installés à notre table et j'ai immédiatement commandé un verre de vin blanc pour calmer mes nerfs. Mes mains tremblaient légèrement alors que je dépliais ma serviette, la plaçant soigneusement sur mes genoux. Le restaurant était exactement comme je l'avais imaginé. Plafond haut, lustres en cristal, nappe d'un blanc immaculé et une vue spectaculaire sur Paris illuminé. Je comprenais pourquoi Camille l'aimait tant. « Tu sembles préoccupée, Sophie ?» a remarqué Pierre en me regardant par-dessus son menu. Ses yeux reflétaient une sincère inquiétude. Comment pouvais-je lui dire que dans quelques minutes, nous allions tous deux assister à la destruction de nos mariages? Simple fatigue, ai-je menti avec un sourire forcé. La galerie prépare une nouvelle exposition. Les journées sont longues. Pierre a hoché la tête compréhensif. Il a commencé à me parler de son dernier projet, un complexe culturel écologique dans le 19e arrondissement. Je l'écoutais d'une oreille distraite, mon regard constamment attiré vers l'entrée du restaurant. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon cœur s'arrêtait momentanément. À 20h15 exactement, ils sont arrivés. Antoine, magnifique dans son costume bleu marine taillé sur mesure, celui que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, et Camille, resplendissante dans une robe rouge qui mettait en valeur sa silhouette élancée, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Ils ne nous ont pas remarqués immédiatement, trop absorbés l'un par l'autre. Antoine a posé sa main dans le bas du dos de Camille, un geste intime qu'il avait l'habitude de faire avec moi. Cette vision m'a transpercé comme un poignard. Le maître d'hôtel les a conduits exactement où je l'avais prévu, à la table voisine de la nôtre, séparée seulement par un fin paravent décoratif qui nous rendait visibles sans être immédiatement reconnaissables. J'ai observé Antoine tirer la chaise de Camille, se pencher pour lui murmurer quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire. Ce rire que j'avais entendu tant de fois lors de nos dîners entre amis, mais qui maintenant semblait appartenir à un monde dont j'étais exclue. Pierre continuait de parler, inconscient du drame qui se déroulait à quelques mètres de nous. Je l'ai interrompu doucement, posant ma main sur la sienne. « Pierre, je dois te dire quelque chose. » Son expression s'est transformée, sentant la gravité dans ma voix. « Qu'est-ce qui se passe, Sophie ?» À cet instant précis, Antoine s'est tourné et nos regards se sont croisés. Son visage s'est décomposé, la couleur quittant ses joues. Il a murmuré quelque chose à Camille, qui s'est retournée brusquement. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur en nous voyant. « Sophie ?» a-t-elle balbutié, sa voix à peine audible. Pierre, confus, a suivi mon regard et s'est figé en apercevant sa femme assise avec mon mari. « Camille, qu'est-ce que... Antoine, je ne comprends pas. » Le silence qui a suivi était assourdissant, comme si tous les autres bruits du restaurant, les conversations, le tintement des verres, la musique d'ambiance, avaient été soudainement s'étouffer. 4 personnes, 2 couples, 2 mariages, tous suspendus dans cet instant de vérité brutale. Je crois que nous comprenons tous très bien, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. N'est-ce pas, Antoine? Camille? Antoine s'est levé, maladroit, renversant presque son verre de vin. Sophie, ce n'est pas ce que tu crois. Un rire amer m'a échappé. Vraiment, ce n'est pas un dîner romantique avec ma meilleure amie dans ce restaurant où tu n'as jamais trouvé le temps de m'emmener. Ce ne sont pas des mois de mensonges, de voyages d'affaires inventés, de nuits passées loin de moi. Camille pleurait maintenant, de grosses larmes silencieuses coulant sur son visage parfaitement maquillé. « Pierre, je suis désolée, je ne voulais pas te faire de mal. » Pierre s'est levé lentement, comme s'il portait soudain le poids du monde sur ses épaules. Il a regardé sa femme,
puis Antoine, puis moi. Tu savais, m'a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une accusation, juste une constatation. J'ai hoché la tête. Je l'ai découvert il y a 3 jours. J'ai entendu Antoine au téléphone, faisant cette réservation. Un serveur s'est approché, visiblement mal à l'aise. Y a-t-il un problème, messieurs, dames? Oui, a répondu Pierre, d'une voix étrangement détachée, mais pas avec le service. Pourriez-vous nous apporter l'addition, s'il vous plaît? Et ajoutez-y la leur, a-t-il ajouté en désignant la table d'Antoine et Camille. Le serveur a hoché la tête et s'est éclipsé rapidement, sentant l'attention. Antoine a fait un pas vers moi. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas prévu. Ça s'est juste produit. Ça s'est juste produit, ai-je répété, incrédule. Pendant des mois, les mensonges, les rendez-vous secrets, les nuits passées ensemble à Santa Fe lors de ce prétendu séminaire viticole, tout ça s'est juste produit. Le visage d'Antoine s'est décomposé davantage, réalisant que je savais tout. Tu as fouillé dans mon téléphone. Non, Antoine. J'ai écouté mon instinct, celui que j'ai ignoré trop longtemps. Et oui, j'ai vu les messages quand tu as laissé ton téléphone déverrouillé. Je n'avais pas prévu de les lire, mais l'univers avait apparemment d'autres plans. Camille s'est tournée vers Pierre, tendant une main tremblante. « Pierre, je t'en prie. » Il s'est reculé comme si son contact pouvait le brûler. « Ne me touche pas. » Sa voix était basse, contrôlée, mais vibrante de douleur. « Combien de temps, Camille? Combien de temps m'as-tu menti en me regardant dans les yeux ?» Elle a baissé le regard, incapable de soutenir le sien. « 8 mois, a-t-elle murmuré. 8 mois. Presque une année de ma vie basée sur une illusion. Pendant que je m'inquiétais pour notre mariage, pendant que je redoublais d'efforts pour reconnecter avec Antoine, il construisait une relation parallèle avec ma meilleure amie. Les autres clients commençaient à nous observer discrètement, sentant le drame qui se jouait. Le serveur est revenu avec l'addition, la déposant délicatement sur notre table avant de s'éclipser à nouveau. « Je pense que nous devrions continuer cette conversation ailleurs, » a suggéré Antoine, visiblement conscient des regards. « Pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix montant légèrement. « Tu as honte, Antoine? Tu as peur que les gens découvrent qui tu es vraiment? Un menteur, un tricheur ?» Pierre a posé sa main sur mon bras, un geste de solidarité qui m'a surprise. « Sophie a raison. Vous n'avez pas hésité à nous trahir dans l'ombre. Assumez au moins vos actes en pleine lumière. » J'ai regardé Pierre avec une nouvelle admiration. Sous son apparence calme, se cachait une force que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. Antoine a passé sa main dans ses cheveux, un geste nerveux que je connaissais bien. Ce n'est pas aussi simple. Nous ne voulions pas vous blesser. Vraiment? La voix de Pierre était teintée d'incrédulité. Et comment exactement aviez-vous prévu que cela se termine sans nous blesser? Camille a levé les yeux, son mascara formant des traînées noires sur ses joues. Nous n'avions pas prévu, nous n'avons pas réfléchi. Clairement, ai-je dit. J'ai sorti mon portefeuille et placé quelques billets sur la table pour couvrir nos boissons, puis me suis levée. « Pierre, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. » Pierre a hoché la tête et s'est levé à son tour. Antoine a fait un mouvement pour me retenir, mais je l'ai arrêté d'un regard. « Ne me touche pas, Antoine. Plus jamais. » Nous avons quitté le restaurant ensemble, Pierre et moi, laissant Antoine et Camille face à leurs assiettes intactes et à l'addition. L'air frais de la nuit parisienne m'a frappé comme une gifle, me ramenant brutalement à la réalité. Nous avons marché en silence jusqu'au bout de la rue, où nous nous sommes arrêtés, soudain incertains. « Je suis désolée de t'avoir impliqué comme ça, » ai-je finalement dit. « Tu méritais de savoir, mais peut-être pas de cette façon. » Pierre a secoué la tête. « Non, tu as bien fait. Mieux vaut une vérité douloureuse qu'un mensonge confortable. » Il a regardé sa montre. « Il est à peine 21 heures. Et je n'ai pas envie de rentrer dans un appartement vide où tout me rappellera Camille. Tu veux aller boire un verre quelque part ?» J'ai hésité puis acquiescé. « Oui, je crois que nous avons tous les deux besoin d'un verre fort. » Nous avons trouvé un petit bar à vin discret près de la Seine, loin des quartiers touristiques. Assis dans un coin, 2 verres de Bordeaux devant nous, nous avons commencé à reconstituer le puzzle de la trahison. « Je me demande depuis quand ?» a murmuré Pierre, faisant tourner son vin dans son verre. Je repense à toutes ces soirées où Camille rentrait tard de dégustation professionnelle, à ces week-ends où elle devait visiter des vignobles. Étais-je aveugle ou simplement naïf? Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu doucement. Nous faisons confiance aux personnes que nous aimons.
C'est naturel. Quand as-tu commencé à soupçonner quelque chose? J'ai réfléchi. Il y a environ 2 mois, des petits détails qui ne correspondaient pas. Antoine qui recevait des messages tard dans la nuit, son parfum qui avait changé, sa façon de parler de Camille, trop élogieuse, trop enthousiaste. Pierre a hoché la tête. Maintenant que j'y pense, Camille mentionnait constamment Antoine, ses idées brillantes pour le domaine, sa vision pour l'avenir de la viticulture française. J'aurais dû voir les signes. Nous voyons ce que nous voulons voir, ai-je dit, prenant une gorgée de vin, et nous ignorons ce qui nous ferait trop mal. Nous avons parlé pendant des heures, partageant nos histoires, nos doutes, nos moments de bonheur qui semblaient maintenant teintés d'une ombre rétroactive. Étrangement, parler avec Pierre m'apportait un certain réconfort. Il comprenait exactement ce que je ressentais, cette sensation de trahison double par mon conjoint et par une amie proche. Vers minuit, nos téléphones ont commencé à vibrer presque simultanément. Antoine et Camille, essayant désespérément de nous joindre, nous avons échangé un regard et avons éteint nos téléphones d'un même mouvement. « Ils peuvent attendre », a dit Pierre. « Ils nous ont fait attendre pendant 8 mois. » Je lui ai souri, un vrai sourire pour la première fois de la soirée. « Tu as raison, cette nuit est à nous. » Nous avons quitté le bar vers 1h du matin, légèrement éméchés mais l'esprit plus clair. Pierre m'a raccompagné jusqu'à un taxi. « Que vas-tu faire maintenant ?» m'a-t-il demandé alors que je montais dans le véhicule. « Je ne sais pas, ai-je admis, mais je sais ce que je ne ferai pas. Je ne retournerai pas vers Antoine et je ne laisserai pas cette trahison me définir. » Pierre a hoché la tête. « Si tu as besoin de parler ou juste de ne pas être seul, appelle-moi. » J'ai serré sa main. « Toi aussi. » Le taxi m'a ramené non pas à l'appartement que je partageais avec Antoine, mais à un petit hôtel près de la galerie où j'avais réservé une chambre plus tôt dans la journée. Je ne voulais pas être là quand Antoine rentrerait, supplier, s'excuser, promettre des changements qui ne viendraient jamais, allongé dans le lit d'hôtel, fixant le plafond. J'ai laissé les émotions me submerger enfin. La colère, la tristesse, la déception, mais aussi, étrangement, un sentiment de libération, comme si un poids dont j'ignorais l'existence avait été soulevé de mes épaules. Je pleurais pour mon mariage perdu, pour l'amitié trahie, pour la confiance brisée, mais aussi pour la femme que j'avais été, trop accommodante, trop prête à ignorer les signes, trop désireuse de maintenir une façade de perfection. Mon téléphone, que j'avais rallumé pour programmer mon réveil, s'est mis à vibrer sur la table de nuit. Antoine, encore. J'ai hésité, puis j'ai répondu, plus par curiosité que par désir de communication. « Sophie, mon Dieu. » Enfin, sa voix était rauque, comme s'il avait pleuré. « Où es-tu ? Je suis à l'appartement, je t'attends. »« Je ne rentre pas ce soir, Antoine, » ai-je dit calmement. « Ni demain d'ailleurs. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Ce que tu as vu, ce n'est pas... C'est compliqué. » J'ai ri, un son sans joie. « Non, Antoine, c'est très simple. Tu m'as trompé. Avec ma meilleure amie, pendant 8 mois. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. « Je t'aime, Sophie, » a-t-il dit, sa voix se brisant. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots, qui m'auraient autrefois fait fondre, me laissaient maintenant froide. « Si c'est ça ton idée de l'amour, Antoine, alors je préfère être seule. »« Camille ne signifie rien pour moi, » a-t-il insisté. C'était une erreur, une folie passagère, une folie de 8 mois. Et tu oses dire qu'elle ne signifie rien pour toi. Je vous ai vu ce soir, Antoine. J'ai vu comment tu la regardais. C'est le même regard que tu me donnais autrefois. Il est resté silencieux un moment. « Rentre à la maison, Sophie. On peut réparer ça. »« Il n'y a rien à réparer, » ai-je répondu doucement. « Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être recollées. Notre mariage en fait partie. Tu veux divorcer ?» Sa voix était incrédule, comme si cette possibilité ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Oui, Antoine, je veux divorcer. Je mérite mieux que ce que tu m'as donné. Je mérite quelqu'un qui m'aime complètement, exclusivement, honnêtement. Je peux être cet homme, » a-t-il plaidé. « Laisse-moi te le prouver. Tu as eu 12 ans pour me le prouver, Antoine. Tu as échoué. » J'ai raccroché, coupant court à ses protestations. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, mais mes larmes n'étaient pas uniquement de tristesse. Il y avait aussi des larmes de soulagement, des larmes de libération. Je savais que les jours à venir seraient difficiles.
il y aurait des papiers à signer, des biens à diviser, des explications à donner aux amis et à la famille. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais sincère avec moi-même. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par un message de Pierre. « Comment vas-tu » Simple, direct, attentionné. Comme quelqu'un qui vient de perdre son mari et sa meilleure amie en une soirée, ai-je répondu honnêtement. « Et toi ?» À peu près pareil. « Café ce matin ?» J'ai souri malgré moi. « Oui, s'il te plaît. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon hôtel. 2 personnes brisées cherchant un peu de confort dans la compagnie de l'autre. Pierre avait l'air aussi fatigué que je me sentais. Les yeux cernés, les épaules affaissées. « Camille est venue à l'appartement hier soir, » m'a-t-il dit après que nous ayons commandé. Elle a pleuré, supplié, juré que c'était fini avec Antoine, que c'était une erreur. « Et tu l'as cru ?» Il a secoué la tête. « Non. Comment pourrais-je ? 8 mois de mensonges, Sophie. 8 mois où elle me regardait dans les yeux et me disait qu'elle m'aimait, tout en voyant ton mari dans notre dos. » J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement. Antoine veut réparer notre mariage, comme si c'était une vieille horloge qui avait juste besoin d'être remontée. Pierre a ri, un son bref et sans joie. Il nous prenait pour des idiots, n'est-ce pas ? Comme si nous pouvions simplement oublier et continuer comme avant. Exactement. J'ai pris une gorgée de mon café. Alors, quel est ton plan ? J'ai demandé à Camille de quitter l'appartement. Elle est chez sa sœur pour le moment. J'ai contacté un avocat ce matin. J'ai senti une pointe d'admiration pour sa décision rapide et claire. Tu ne perds pas de temps. À quoi bon ? Je sais ce que je ressens. Et ce n'est pas quelque chose que le temps va guérir. La confiance est brisée, irrémédiablement. Il m'a regardé attentivement. Et toi ? Je vais rester à l'hôtel quelques jours, le temps de trouver un appartement. Et oui, je vais aussi contacter un avocat. J'ai hésité puis ajouté « Je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, la trahison d'Antoine ou celle de Camille. Elle était comme une sœur pour moi. » Pierre a tendu la main à travers la table, couvrant la mienne. « Je comprends, c'est une double trahison, mais tu n'es pas seule, Sophie. Je sais que nous ne nous connaissons pas vraiment, pas en dehors de nos conjoints, mais je suis là. » Sa main était chaude sur la mienne, réconfortante. « Merci, Pierre, ça signifie beaucoup. » Nous avons fini notre café, parlant de choses pratiques, avocat, procédure de divorce, arrangement temporaire. Puis, alors que nous nous apprêtions à partir, Pierre m'a regardé avec une expression sérieuse. « Sophie, malgré tout, je suis reconnaissant que tu m'aies fait voir la vérité. C'était douloureux, mais nécessaire. Tu m'as épargné des années supplémentaires dans un mariage basé sur des mensonges. » Je lui ai souri, touché par sa gratitude inattendue. Je suppose que c'est une façon positive de voir les choses. C'est la seule façon de ne pas se laisser submerger par l'amertume, a-t-il répondu simplement. Nous nous sommes quittés avec la promesse de rester en contact. 2 étrangers, liés par une expérience commune de trahison, mais aussi par un nouveau respect mutuel. En marchant vers la galerie, où je devais préparer l'exposition à venir, j'ai réalisé que malgré la douleur, je me sentais plus légère, plus authentique. La vérité, aussi brutale soit-elle, était préférable à l'illusion dans laquelle j'avais vécu. Et peut-être, juste peut-être, que de cette expérience dévastatrice naîtrait quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Les semaines qui suivirent cette confrontation au ciel rouge furent parmi les plus difficiles de ma vie. Je m'étais installée dans un petit appartement temporaire près du canal Saint-Martin, un studio modeste mais lumineux que Mathilde, ma cousine, m'avait aidé à trouver. Chaque matin, je me réveillais avec cette seconde de confusion bénie où tout semblait normal, avant que la réalité ne me frappe à nouveau. Mon mariage était terminé, ma meilleure amie m'avait trahi et je devais reconstruire ma vie pièce par pièce. Antoine ne cessait de m'appeler et de m'envoyer des messages. Des bouquets de fleurs arrivaient à la galerie presque quotidiennement, au point que mes collègues avaient recommencé à plaisanter sur mon admirateur secret. Je les avais finalement mis au courant de la situation, préférant la vérité aux rumeurs qui commençaient à circuler. Philippe, mon assistant à la galerie, avait été particulièrement soutenant, prenant en charge certaines de mes responsabilités quand la pression devenait trop forte. Un matin, alors que j'étais plongée dans la sélection d'œuvres pour notre prochaine exposition, ma téléphone a vibré. Antoine, encore, j'ai soupiré, prête à ignorer l'appel comme tous les précédents, quand j'ai remarqué qu'il s'agissait en fait d'un message de Pierre.
« Bonjour Sophie, je viens d'avoir une réunion avec mon avocat. Camille demande la moitié de tout, y compris de mon cabinet d'architecture. Je ne sais pas quoi faire. Tu aurais un moment pour en parler ?» Mon cœur s'est serré pour lui. Je savais que Camille pouvait être impitoyable quand elle le voulait, mais je n'avais pas imaginé qu'elle irait jusqu'à menacer le travail de toute une vie de Pierre. J'ai rapidement répondu, proposant un déjeuner dans un petit bistrot près de son bureau. À 13h, je l'ai trouvé déjà installé à une table en terrasse, l'air épuisé et préoccupé. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé légèrement, un sourire fatigué remplaçant son expression sombre. « Merci d'être venu », a-t-il dit alors que je m'asseyais. Je ne savais pas vers qui me tourner. Les amis communs ont tendance à choisir des camps, ai-je répondu avec compréhension. Plusieurs de nos connaissances avaient en effet pris parti, certains pour Antoine et Camille, d'autres pour Pierre et moi. Quelques-uns, rares, tentèrent de rester neutres, mais les dîners de groupe étaient désormais un souvenir du passé. Exactement. Et mes parents adorent Camille. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas simplement pardonner une erreur. J'ai secoué la tête. Une erreur de 8 mois n'est pas une erreur, c'est un choix délibéré et répété. Pierre a acquiescé, reconnaissant en moi un écho de ses propres pensées. Mon avocat dit que techniquement, elle pourrait avoir droit à une partie de l'entreprise, même si elle n'y a jamais travaillé. J'ai construit ce cabinet à partir de rien, Sophie. C'est toute ma vie. Tu as des associés, des partenaires d'affaires qui pourraient t'aider. Oui, mais je suis l'actionnaire majoritaire. Si je dois racheter la part de Camille, il a laissé sa phrase en suspens, mais j'ai compris l'implication. Une telle transaction pourrait le ruiner financièrement. Tu as besoin d'un meilleur avocat, ai-je dit fermement. Je connais quelqu'un, Élise Rousseau. Elle s'est occupée du divorce de ma sœur l'année dernière. Elle est redoutable. L'ombre d'espoir qui est apparue sur son visage m'a réchauffé le cœur. Dans cette tempête commune, nous étions devenus des bouées l'un pour l'autre, des repères dans un océan d'incertitude. Après le déjeuner, j'ai appelé Élise et lui ai expliqué la situation de Pierre. Elle a accepté de le rencontrer dès le lendemain. En rentrant à la galerie, j'ai trouvé un nouveau bouquet, des roses blanches cette fois, les préférées de ma mère. Un détail qu'Antoine connaissait bien. Attaché au vase, une petite enveloppe. J'ai hésité, puis l'ai ouverte. « Sophie, je sais que tu ne veux pas me parler. Je respecte cela. Mais il y a des choses que tu dois savoir, des explications que tu mérites d'entendre. Je serai au Café des Artistes samedi à 11h. Viens si tu le souhaites, Antoine. » Et j'ai fixé la note longtemps, partagée entre la colère, la curiosité et une fatigue immense. Une partie de moi voulait déchirer ce message et continuer à avancer sans regarder en arrière. Une autre partie, plus petite mais insistante, voulait des réponses, des explications, une forme de clôture. Ce soir-là, j'ai appelé Mathilde pour lui demander conseil. Ma cousine, psychologue de profession, avait toujours été ma confidente la plus fiable. « Tu n'as aucune obligation d'y aller », a-t-elle dit après avoir écouté mon dilemme. « Mais si tu penses que cela pourrait t'aider à tourner la page, alors peut-être que c'est nécessaire. Et si c'est juste une autre tentative de manipulation, s'il essaie de me reconquérir, Sophie, tu es une femme forte et intelligente. Tu as déjà pris la décision la plus difficile en quittant un mariage qui te faisait du mal. Fais-toi confiance pour gérer cette rencontre si tu décides d'y aller. » Ces paroles m'ont réconfortée, me rappelant que malgré tout ce qui s'était passé, je n'avais pas perdu ma capacité de jugement. J'ai décidé d'aller au rendez-vous, ne serait-ce que pour clore définitivement ce chapitre de ma vie. Le samedi matin est arrivé, gris et pluvieux, comme si le ciel lui-même reflétait mon humeur. J'ai choisi une tenue sobre mais élégante, un pantalon noir, une chemise en soie crème et une veste structurée. J'ai coiffé mes cheveux courts avec soin, appliqué un maquillage léger. Je ne m'habillais pas pour Antoine, mais pour moi-même, pour me rappeler que j'étais toujours entière, toujours digne, malgré ses actions. Le Café des Artistes était presque vide quand je suis arrivée, quelques minutes après l'heure convenue. Antoine était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. Il avait maigri, remarquai-je, et ses cheveux habituellement impeccables semblaient négligés. Quand il m'a vue, il s'est levé précipitamment, renversant presque sa tasse de café. « Sophie, tu es venue » a-t-il dit, une note de surprise et de soulagement dans sa voix. « Je suis venue » ai-je confirmé, gardant ma voix neutre,
alors que je m'asseyais face à lui. « Tu avais quelque chose à me dire ?» Antoine a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Tout d'abord, je veux que tu saches que Camille et moi, c'est terminé. Définitivement. » J'ai haussé les épaules. « Ça ne change rien entre nous, Antoine. »« Je sais, » a-t-il dit rapidement. « Je ne te dis pas ça pour te reconquérir. Je voulais juste que tu saches que ce n'était pas ce que tu penses. Et qu'est-ce que je pense, selon toi ?» Ma voix s'était durcie malgré moi. Que je ne t'aimais plus, que j'aimais Camille. Il a secoué la tête. Ce n'était pas de l'amour, Sophie. C'était, je ne sais pas, de l'égoïsme, de la vanité. Camille m'admirait, me faisait sentir important, puissant. Avec toi, j'étais juste moi. Et c'était si terrible d'être toi-même avec ta femme. Il a baissé les yeux. Non, c'était parfait en fait. Mais j'étais trop aveugle pour le voir. Un serveur s'est approché et j'ai commandé un thé, gagnant quelques secondes pour réfléchir. Les mots d'Antoine semblaient sincères, mais je m'étais juré de ne plus jamais me laisser manipuler par ces promesses vides. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici, Antoine? Pour te confesser? Pour soulager ta conscience? »« Non, » a-t-il répondu, me regardant droit dans les yeux. « Je voulais te dire que je ne vais pas contester le divorce. Je vais accepter toutes tes conditions, quelles qu'elles soient. Tu mérites de pouvoir avancer sans que je ne complique les choses. » Cette déclaration m'a prise par surprise. Je m'étais préparée à une bataille juridique longue et pénible. « Pourquoi ?» ai-je demandé soupçonneuse. « Parce que je t'ai causé assez de souffrance, » a-t-il dit simplement. « Et parce que, malgré tout, je t'aime toujours. Pas de la façon dont tu mérites d'être aimé, clairement, mais assez pour vouloir ton bonheur, même si ce n'est pas avec moi. » J'ai senti une émotion inattendue monter en moi. Non pas de l'amour ou du pardon, mais une forme de respect réticent pour cet homme qui semblait finalement assumer les conséquences de ses actes. « Merci », ai-je dit doucement. « C'est apprécié. » Nous avons parlé pendant 1 heure encore, non pas comme mari et femme, ni même comme amis, mais comme 2 personnes qui partageaient un passé commun et qui tentèrent de naviguer vers des futurs séparés avec un minimum de dégâts supplémentaires. Antoine m'a parlé du domaine viticole qui traversait effectivement une période difficile. Il envisageait de vendre une partie des terres, une décision que son père, François, contestait vivement. « Il te demande souvent de tes nouvelles », a mentionné Antoine. « Il a toujours dit que tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il avait raison. Nous nous sommes quittés sous la pluie fine, avec une poignée de main maladroite qui symbolisait parfaitement notre nouvelle relation. Cordiale mais distante, définitivement transformée. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel de Pierre. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, sa voix reflétant une inquiétude sincère. « Étrangement bien » ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. « J'ai vu Antoine aujourd'hui. »« Oh » La surprise était évidente dans sa voix. « Comment ça s'est passé ?»« Mieux que prévu. Il ne va pas contester le divorce. » J'ai hésité puis ajouté « Et toi, des nouvelles de ton rendez-vous avec Élise ?»« Oui, elle est incroyable » a-t-il dit avec enthousiasme. « Elle a déjà trouvé plusieurs angles pour protéger mon cabinet. Je me sens moins perdue. Je suis contente pour toi, Pierre. » Un silence confortable s'est installé, puis Pierre a parlé à nouveau. « Tu sais, je pensais, il y a cette exposition au Petit Palais que je voulais voir, sur l'architecture Art Nouveau. Peut-être que tu voudrais m'accompagner. Dimanche prochain, j'ai senti un léger battement dans ma poitrine, un sentiment presque oublié, l'anticipation, l'espoir. « J'aimerais beaucoup », ai-je répondu, surprise par ma propre sincérité. Le dimanche suivant, Pierre et moi avons passé l'après-midi à errer dans les salles du Petit Palais, discutant d'art, d'architecture et occasionnellement de nos processus de divorce respectifs. Il était facile de parler avec lui, sans prétention ni jugement. Pour la première fois depuis la soirée au ciel rouge, j'ai ri de bon cœur, écoutant Pierre raconter une anecdote sur un client particulièrement excentrique. Après l'exposition, nous avons marché le long de la Seine, regardant les bateaux-mouches passer, remplis de touristes photographiant frénétiquement la ville. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées sur les bâtiments historiques. « Je te remercie pour cette journée », a dit Pierre, s'arrêtant pour regarder l'eau scintiller sous les derniers rayons du soleil. « C'est la première fois depuis cette soirée que je me sens presque normale. Je ressens la même chose, ai-je admis. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment la vie continue malgré tout.
Il a hoché la tête. Je me demande parfois si Camille et Antoine nous ont fait une faveur, en quelque sorte, en nous montrant la vérité avant que nous ne gaspillions davantage d'années dans des relations basées sur des mensonges. Cette perspective m'a frappée par sa justesse. C'est une façon très optimiste de voir les choses. Pas optimiste, a-t-il corrigé avec un petit sourire. Réaliste, regarde-nous, Sophie. Nous sommes toujours debout, toujours en mouvement. Plus fort, peut-être qu'avant. J'ai considéré ses paroles. Étais-je plus forte? Le choc initial s'était atténué, laissant place à une douleur sourde qui, je le savais, finirait par s'estomper avec le temps. Et au-delà de cette douleur, je commençais à entrevoir des possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Des expositions dans d'autres villes, peut-être même à l'étranger, des collaborations artistiques que j'avais toujours reportées pour accommoder les horaires d'Antoine. Peut-être que tu as raison, ai-je dit finalement. Peut-être que nous sommes en train de découvrir qui nous sommes vraiment, sans eux. Pierre m'a regardé avec une intensité qui m'a réchauffée de l'intérieur. J'aimerais découvrir qui tu es, Sophie Leclerc, si tu me le permets. Ce n'était pas une déclaration romantique, pas encore. C'était une invitation à l'amitié, à la compréhension mutuelle, peut-être à quelque chose de plus avec le temps. J'ai senti une douce chaleur se répandre en moi. Non pas la passion brûlante que j'avais connue avec Antoine, mais quelque chose de plus calme, de plus profond peut-être. J'aimerais aussi te connaître mieux, Pierre Dubois, ai-je répondu avec un sourire. Les semaines suivantes ont vu naître une routine entre nous. Des expositions d'art le dimanche, des cafés après le travail, des messages échangés au milieu de la journée. Non pas des déclarations passionnées, mais de petites observations, des pensées partagées, des fragments de nos vies quotidiennes. Pierre m'a invité à visiter son cabinet d'architecture, me montrant les projets sur lesquels il travaillait, écoutant attentivement mes suggestions sur l'esthétique des espaces. Je l'ai emmené à la galerie après les heures d'ouverture, lui faisant découvrir les œuvres que j'aimais le plus, celles qui parlaient à mon âme. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant italien près de mon nouvel appartement, Pierre m'a annoncé que le juge avait statué en sa faveur concernant son cabinet. « Élise a été brillante », a-t-il dit, levant son verre pour porter un toast. « Camille obtient la maison de campagne et une compensation financière. Mais le cabinet reste intact. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit sincèrement, touchant son verre avec le mien. Tu le mérites. Et toi, des nouvelles de ton divorce ? Presque terminé, ai-je répondu. Comme promis, Antoine ne conteste rien. Je garde l'appartement à Saint-Germain, il garde le domaine. Nous vendons la maison à Provence et partageons les bénéfices. C'est civilisé. Pierre a hoché la tête, compréhensif. C'est bien. Une fin propre permet un nouveau départ plus serein. Un nouveau départ, ai-je répété, aimant le son de ses mots. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et que veux-tu pour ce nouveau départ, Sophie ? A demandé Pierre, son regard intense mais doux. J'ai réfléchi à sa question, véritablement, profondément. Que voulais-je ? Pas retourner en arrière, certainement. Le passé, avec sa douleur et ses trahisons, était derrière moi. L'avenir, en revanche, s'étendait devant moi comme une toile vierge, attendant que j'y appose mes couleurs. Je veux être authentique, ai-je finalement répondu. Je veux créer une vie qui me ressemble vraiment, pas celle que je pensais devoir mener pour être aimée ou acceptée. Je veux être courageuse. Pierre a pris ma main à travers la table, la serrant doucement. Tu es déjà courageuse, Sophie, plus que tu ne le crois. Dans ses yeux, j'ai vu non pas l'admiration aveugle que Camille avait eue pour Antoine, ni la passion consumante, mais superficielle qu'Antoine avait prétendu avoir pour moi. J'y ai vu quelque chose de plus rare, de plus précieux, la reconnaissance de qui j'étais vraiment, avec mes forces et mes faiblesses, mes cicatrices et mes espoirs. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. La trahison d'Antoine et Camille avait brisé mon monde, c'est vrai, mais des ruines de ce monde, j'étais en train d'en construire un nouveau, pierre par pierre, jour après jour. Et peut-être, juste peut-être, que ce nouveau monde serait plus authentique, plus solide que le précédent. Le chemin serait long, je le savais. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Mais pour la première fois depuis cette soirée fatidique au ciel rouge, je me sentais véritablement en paix avec ma décision. Non pas parce que j'avais obtenu une vengeance satisfaisante, bien que la confrontation publique ait certainement été cathartique,
mais parce que j'avais choisi de ne pas laisser la trahison me définir, de ne pas permettre à la douleur de dicter mon avenir. Et cela, je réalisais maintenant, était la vraie victoire. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée au ciel rouge qui a bouleversé ma vie. L'automne parisien avait cédé sa place à un hiver particulièrement rigoureux, puis au printemps timide qui commençait à peine à colorer les arbres des Tuileries. Mon divorce était officiellement prononcé depuis 3 semaines, un document administratif froid qui mettait fin à 12 années de ma vie. Ce matin-là, je préparais l'accrochage d'une nouvelle exposition à la galerie, une collection d'œuvres d'artistes féminines émergentes que j'avais intitulée « Renaissance ». Le symbolisme ne m'avait pas échappé, et Philippe, mon assistant, n'avait pas manqué de le souligner avec un sourire complice. « C'est parfait pour toi, cette thématique », avait-il dit en m'aidant à positionner une grande toile abstraite aux couleurs vibrantes, ta propre renaissance. J'avais simplement souri, acceptant ce commentaire sans y répondre. Ma transformation personnelle n'était pas quelque chose que j'aimais mettre en avant, même si elle était évidente pour ceux qui me connaissaient bien. Les changements étaient subtils, mais profonds. Ma façon de m'habiller plus audacieuse, ma coupe de cheveux maintenue courte, mais avec une mèche colorée d'un bleu profond, ma voix plus assurée lors des réunions professionnelles. Petit à petit, je redécouvrais Sophie Leclerc, non pas comme l'épouse d'Antoine ou l'amie de Camille, mais comme une femme à part entière. Ma relation avec Pierre avait évolué naturellement, sans précipitation. Nous partagions maintenant des dîners plusieurs fois par semaine, des week-ends entiers parfois, explorant Paris comme 2 touristes redécouvrant leur propre ville. Notre intimité grandissait doucement, construite sur une fondation de respect mutuel et de compréhension partagée que je n'avais jamais connue auparavant. Pierre comprenait mes hésitations, mes peurs, sans que j'aie besoin de les verbaliser. Il respectait mon besoin d'indépendance tout en m'offrant son soutien inconditionnel. Ce soir-là, Pierre devait venir me chercher à la galerie pour m'emmener dîner dans un nouveau restaurant près du Sacré-Cœur. J'ajustais les dernières lumières sur une sculpture délicate quand mon téléphone a vibré. En le sortant de ma poche, j'ai été surprise de voir le nom de François Leclerc, le père d'Antoine, s'afficher sur l'écran. Nous n'avions pas parlé depuis l'annonce de mon divorce. « François ?» ai-je répondu, hésitante. « Sophie, ma chère ?» Sa voix grave et chaleureuse m'a immédiatement ramenée aux dîners familiaux, au château Leclerc, aux vendanges partagées, au Noël devant la cheminée séculaire. « Comment vas-tu ?»« Bien, je vais bien. C'est gentil de prendre des nouvelles. J'aurais dû appeler plus tôt, a-t-il admis. Mais je ne savais pas si tu voudrais me parler compte tenu des circonstances. Tu as toujours été bon pour moi, François. Ce qui s'est passé avec Antoine ne change pas cela. » Un silence confortable s'est installé, puis il a repris, sa voix légèrement hésitante. « Sophie, j'ai besoin de ton aide. C'est à propos du domaine. » Mon cœur s'est serré. Le château Leclerc représentait l'héritage familial de 8 générations. Un joyau viticole que François avait passé sa vie à préserver et améliorer. « Que se passe-t-il ? Antoine veut vendre, a-t-il dit, sa voix trahissant une profonde inquiétude. Pas seulement quelques parcelles comme il l'avait évoqué, mais la majorité du domaine, à un conglomérat américain. J'ai fermé les yeux, visualisant les vignes qui s'étendaient à perte de vue, les caves ancestrales où vieillissaient des milliers de bouteilles, la maison de pierre où Antoine avait grandi. « Je suis désolé, François, mais je ne vois pas comment je pourrais t'aider. Je n'ai plus aucune influence sur Antoine. Ce n'est pas à propos d'influence, a-t-il expliqué. C'est à propos d'expertise. Tu connais l'art, les investisseurs, les collections. J'ai pensé, peut-être pourrions-nous organiser une exposition de notre histoire au domaine, attirer des investisseurs différents, des passionnés qui valoriseraient notre héritage, plutôt que des hommes d'affaires qui ne voient que des chiffres. » Sa proposition m'a surprise. Une exposition au domaine ? Oui, a-t-il continué, son enthousiasme grandissant. Nous avons des archives incroyables, des photographies depuis 1870, des outils anciens, des registres de production, même des œuvres d'art commissionnées par la famille au fil des siècles. Tout cela raconte une histoire, Sophie, une histoire que tu saurais mettre en valeur. J'ai hésité. Retourner au domaine signifierait probablement croiser Antoine. Cela signifierait replonger dans un passé que j'essayais de laisser derrière moi. Mais François avait toujours été comme un second père pour moi, m'accueillant dans sa famille
avec une générosité sans limite. « Laisse-moi y réfléchir », ai-je finalement répondu. « Je te rappellerai demain, d'accord ? Bien sûr, ma chère. Prends ton temps. Et Sophie, merci de m'avoir écouté. Tu nous manques ici. » Après avoir raccroché, je suis restée immobile au milieu de la galerie, entourée d'œuvres d'art qui parlaient de renouveau et de transformation. L'ironie ne m'échappait pas. Pierre est arrivé à ce moment précis, portant un bouquet de pivoines roses, mes préférés. « Tu as l'air préoccupé », a-t-il remarqué immédiatement, m'embrassant légèrement sur la joue. « Quelque chose ne va pas. » J'ai partagé ma conversation avec François, exposant mon dilemme. Pierre m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, son visage reflétant sa concentration. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé simplement quand j'ai eu fini. « Je ne sais pas, » ai-je admis. Une partie de moi veut aider François. Il a toujours été bon pour moi et je déteste l'idée que ce domaine historique soit vendu à des investisseurs qui ne s'intéressent qu'au profit. Mais retourner là-bas, revoir Antoine, a complété Pierre doucement. Oui, et tous ces souvenirs, toute cette vie que j'essaie de laisser derrière moi. Pierre a pris ma main, la serrant légèrement. Tu sais, parfois, pour vraiment avancer, il faut d'abord faire la paix avec son passé. Peut-être que c'est une opportunité de clore ce chapitre proprement, à tes conditions. Ces paroles ont résonné en moi avec une clarté surprenante. Tu as peut-être raison, ai-je murmuré. Et puis, a-t-il ajouté avec un sourire rassurant, tu ne serais pas seul. Je pourrais t'accompagner, si tu le souhaites. La perspective de retourner au domaine avec Pierre à mes côtés a transformé mon appréhension en quelque chose de différent. Une curiosité prudente, presque un défi personnel. « Tu ferais ça ?»« Bien sûr, » a-t-il répondu simplement. « C'est ce que font les personnes qui tiennent l'une à l'autre, non ? Elles se soutiennent dans les moments difficiles. » Cette nuit-là, après un dîner où nous avons soigneusement évité le sujet du domaine Leclerc, j'ai pris ma décision. J'aiderai François, non pas pour Antoine, mais pour l'homme qui m'avait accueilli dans sa famille, pour l'héritage qui méritait d'être préservé, et peut-être aussi pour moi-même, pour prouver que je pouvais affronter mon passé sans m'y perdre. Le lendemain matin, j'ai appelé François pour accepter sa proposition. Sa joie était palpable, même à travers le téléphone. Nous avons convenu que je viendrais au domaine le week-end suivant pour évaluer les archives et commencer à planifier l'exposition. « Antoine sera-t-il présent ?» ai-je demandé, tentant de garder ma voix neutre. « Non » a répondu François. « Il est à New York pour rencontrer les potentiels acheteurs. Il ne revient que dans 2 semaines. » Cette information m'a soulagée, me donnant le temps de me préparer émotionnellement à cette première visite. Le samedi matin, Pierre et moi avons pris le TGV pour Bordeaux. Le trajet de 3 heures s'est déroulé dans une conversation légère, Pierre me racontant ses derniers projets architecturaux, moi partageant mes idées pour l'exposition. Sa présence à mes côtés agissait comme un ancrage, me rappelant que quelle que soit la force des souvenirs que je rencontrerais au domaine, ils appartenaient au passé. Mon présent était ici, dans ce train, avec cet homme attentionné qui me regardait comme si j'étais la plus fascinante des créatures. François nous attendait à la gare, son visage s'illuminant en me voyant. Il m'a serré dans ses bras avec une affection paternelle qui m'a presque fait pleurer. Puis il s'est tourné vers Pierre, lui serrant la main avec chaleur. « Merci d'accompagner Sophie », a-t-il dit sincèrement. « C'est important pour elle d'avoir du soutien. » Le trajet jusqu'au domaine a réveillé en moi une cascade de souvenirs. Les routes sinueuses bordées de vignes à perte de vue, les villages pittoresques que nous traversions, et finalement l'imposante entrée du château Leclerc, avec ses piliers de pierre et son allée de platanes centenaires. En descendant de voiture devant la maison principale, j'ai ressenti un mélange désorientant de familiarité et d'étrangeté. C'était comme revisiter un lieu aimé dans un rêve, reconnaissable mais légèrement décalé, appartenant à une autre version de moi-même. François nous a installés dans l'aile des invités, me préservant de devoir dormir dans la chambre que j'avais partagée avec Antoine pendant toutes ces années. Ce petit geste de sensibilité m'a touché profondément. Après un déjeuner léger sur la terrasse, François nous a conduits aux archives du domaine, situées dans une dépendance rénovée. En ouvrant la porte, j'ai été immédiatement frappée par l'ampleur de la collection. Des étagères entières de documents soigneusement classés, des murs couverts de photographies anciennes, des vitrines protégeant des objets d'époques diverses. « C'est incroyable », a murmuré Pierre,
ses yeux d'architecte parcourant l'espace avec admiration professionnelle. 8 générations de Leclerc, a expliqué François avec fierté. Chacune a laissé sa trace, son témoignage. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons exploré ce trésor historique. J'ai découvert des lettres datant de la Première Guerre mondiale, écrites par l'arrière-grand-père d'Antoine à sa femme, décrivant comment elle devait gérer les vendanges en son absence. Des cahiers de notes détaillant les conditions météorologiques année après année depuis 1890. Des dessins d'architectes montrant les extensions successives du domaine. Mais ce qui m'a le plus touché, c'était les photographies, des portraits formels des générations précédentes, mais aussi des scènes de vie quotidienne capturées au fil des décennies. Des vendangeurs souriant à l'appareil, des repas de famille dans la grande salle à manger, des enfants jouant entre les rangées de vignes. « Regarde », a dit François, me montrant une photo particulière. C'est Antoine à 7 ans, lors de sa première participation aux vendanges. Sur l'image jaunie, un petit garçon aux cheveux ébouriffés tenait fièrement une grappe de raisin, son sourire révélant des dents de lait manquantes. J'ai senti une émotion inattendue me serrer la gorge, non pas de l'amour ou du regret, mais une sorte de tendresse mélancolique pour cet enfant qui deviendrait l'homme qui me briserait le cœur. Il aimait tellement cet endroit, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour les autres. Comment peut-il envisager de le vendre? François a soupiré profondément. Antoine a changé ces dernières années. Je ne reconnais plus le petit garçon de cette photo dans l'homme qu'il est devenu. Cette observation simple mais poignante a résonné en moi. Moi non plus, je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Peut-être ne l'avais-je jamais vraiment connu. Le soir venu, après un dîner tranquille avec François, Pierre et moi nous sommes promenés dans les vignes, baignés par la lumière dorée du soleil couchant. La beauté paisible du paysage contrastait avec le tumulte émotionnel de la journée. « Comment te sens-tu » a demandé Pierre, glissant sa main dans la mienne. « Étrangement sereine » ai-je répondu après un moment de réflexion. Je pensais que revenir ici serait plus difficile, que je serais submergée par les souvenirs d'Antoine. Mais ce lieu est tellement plus grand que notre histoire personnelle. Ces vignes étaient là et là bien avant nous, et elles seront là bien après. Pierre a souri. C'est une belle façon de voir les choses. Ce domaine mérite d'être préservé, Pierre. Pas seulement pour la famille Leclerc, mais pour tout ce qu'il représente. L'histoire, la tradition, l'engagement. Je dois aider François à trouver une solution. Je n'en attendais pas moins de toi, a-t-il dit, son regard reflétant une admiration qui m'a réchauffé le cœur. Nous sommes restés 2 jours de plus au domaine, cataloguant méthodiquement les trésors des archives, élaborant un concept d'exposition qui raconterait l'histoire du château Leclerc à travers ses objets et documents. J'ai contacté plusieurs de mes relations dans le monde de l'art et du vin, organisant des visites pour des investisseurs potentiels qui pourraient être intéressés par un partenariat respectueux de l'héritage du lieu. Le dernier soir, François nous a rejoints dans les archives, apportant une bouteille poussiéreuse qu'il a posée délicatement sur la table. « Millésime 1945 », a-t-il annoncé, la première récolte après la guerre. Mon grand-père disait que c'était le vin de la Renaissance, celui qui prouvait que même après les années les plus sombres, la vie pouvait refleurir, plus belle et plus forte qu'avant. Il a ouvert la bouteille, avec le respect dû à un tel trésor, versant le précieux liquide dans 3 verres en cristal. À la Renaissance, a-t-il dit, levant son verre, celle du domaine et la tienne, ma chère Sophie. Nous avons trinqué solennellement. Le vin était extraordinaire, complexe et vibrant malgré son âge vénérable, portant en lui l'écho d'un temps révolu, mais toujours vivant dans notre présent. Ce moment simple mais profond a cristallisé quelque chose en moi, la certitude que le passé, avec ses joies et ses douleurs, ne nous définit pas. Il nous façonne certainement, mais c'est ce que nous choisissons d'en faire qui détermine qui nous sommes. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à partir, François m'a prise à part. « Sophie, je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu fais pour le domaine, mais je veux que tu saches que quelle que soit l'issue, tu feras toujours partie de cette famille pour moi. » Ces paroles m'ont profondément touchée. « Merci François, cela signifie beaucoup pour moi. Antoine revient demain, » a-t-il ajouté prudemment. « Il devra être impliqué dans les décisions concernant l'exposition et les investisseurs potentiels. Sera-ce un problème pour toi ?»
J'ai pris un moment pour réfléchir honnêtement à cette question. Non, ai-je finalement répondu. Je peux travailler avec Antoine pour cela. Le domaine est plus important que nos différents personnels. François a serré ma main, ses yeux brillants de gratitude et d'affection. Tu as toujours été remarquable, ma fille. Sur le chemin du retour vers Paris, alors que le train filait à travers la campagne française, j'ai partagé avec Pierre mes réflexions sur ces quelques jours intenses. Je pensais que retourner au domaine raviverait la douleur, ai-je confié. Mais c'était presque l'inverse. C'était comme si je pouvais enfin voir clairement ce lieu pour ce qu'il est réellement, un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé, indépendamment de mon histoire personnelle avec Antoine. Pierre a pris ma main, la portant à ses lèvres pour y déposer un baiser léger. C'est ce que j'admire chez toi, Sophie, ta capacité à voir au-delà de toi-même, à reconnaître la valeur des choses, même quand elles sont entremêlées avec ta propre douleur. Son compliment m'a touchée plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Avec Antoine, j'avais toujours eu l'impression d'être appréciée pour ce que je représentais. Une épouse élégante, une hôtesse accomplie, un accessoire qui complétait son image publique. Avec Pierre, je me sentais vue pour qui j'étais vraiment. Mes valeurs, ma sensibilité, ma force intérieure. Le domaine Leclerc est magnifique, a continué Pierre, regardant par la fenêtre comme s'il pouvait encore apercevoir les vignes au loin. Je comprends pourquoi tu t'y es attaché. Il a une âme, une histoire palpable. Exactement, ai-je acquiescé. C'est ce que je veux montrer dans l'exposition. L'âme du lieu, au-delà de sa valeur commerciale. Et tu devras travailler avec Antoine pour cela, a-t-il remarqué doucement, sans jugement. Oui, j'ai pris une profonde inspiration. Mais je pense que je suis prête maintenant. Ce n'est plus à propos de lui et moi, ou de ce qui s'est passé entre nous. C'est à propos de quelque chose de plus grand, de plus important. Pierre a souri, un sourire empli de compréhension et de fierté. « Tu es remarquable, Sophie Leclerc !» En entendant ces mots, les mêmes que François avait utilisés plus tôt, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais commencé à me voir à travers les yeux de ceux qui m'aimaient véritablement, non pas pour ce que je représentais ou ce que je pouvais leur apporter, mais pour qui j'étais fondamentalement. Et cette vision de moi-même, cette nouvelle perspective, était peut-être le cadeau le plus précieux que cette épreuve m'avait offert. Le train continuait sa course vers Paris, vers ma nouvelle vie, mais une partie de mon cœur restait dans ces vignes ancestrales, non pas attachée au passé douloureux, mais ancrée dans quelque chose de plus profond et de plus durable. La conviction que même des situations déchirantes peuvent mener à des découvertes inattendues et précieuses sur soi-même et sur le monde. Le projet d'exposition au Château Leclerc a pris forme rapidement dans les semaines qui ont suivi notre visite. J'ai consacré une partie significative de mon temps à sélectionner les pièces les plus évocatrices des archives, à créer un parcours narratif cohérent et à contacter des collectionneurs et investisseurs potentiels. La galerie me permettait cette flexibilité, Philippe prenant en charge davantage de responsabilités avec un enthousiasme qui me touchait. La première confrontation avec Antoine après notre séparation était inévitable et elle s'est produite 2 semaines après notre retour à Paris. François avait organisé une réunion au domaine pour discuter des détails de l'exposition. Pierre avait proposé de m'accompagner, mais j'avais refusé poliment. Cette épreuve, je devais l'affronter seule. Antoine m'attendait dans le bureau de son père, vêtu d'un costume sombre qui accentuait sa silhouette amaigrie. Quand nos regards se sont croisés, j'ai été surprise de ne ressentir qu'un vague pincement au cœur, un écho lointain de la douleur qui m'avait autrefois consumée. « Sophie !» a-t-il dit simplement, se levant pour m'accueillir. « Bonjour Antoine !» ai-je répondu, gardant ma voix professionnelle et mesurée. « Merci d'avoir accepté cette réunion. » François est entré à ce moment, dissipant la tension qui menaçait de s'installer. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons discuté de l'exposition comme 3 collaborateurs partageant un objectif commun, mettant de côté nos histoires personnelles pour nous concentrer sur la tâche à accomplir. À la fin de la réunion, alors que François nous laissait pour répondre à un appel téléphonique, Antoine s'est tourné vers moi, son visage trahissant une émotion contenue. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça », a-t-il dit doucement. « Aider à sauver le domaine, après tout ce qui s'est passé ?» J'ai considéré sa question, cherchant une réponse sincère. « Je ne le fais pas pour toi, Antoine.
Je le fais parce que cet endroit a une valeur qui transcende notre histoire personnelle. Et parce que ton père a toujours été bon pour moi. Il t'a toujours considéré comme sa fille, a murmuré Antoine. Même maintenant, c'est un homme remarquable, ai-je répondu, laissant la comparaison implicite flotter entre nous. Antoine a détourné le regard, fixant les vignes visibles par la fenêtre. Camille et moi, ça n'a pas duré. Tu le savais? Oui, je l'avais entendu dire. Cette information, qui aurait pu me procurer une satisfaction vindicative quelques mois plus tôt, me laissait maintenant indifférente. Comment va-t-elle? Elle a déménagé à Lyon. Elle travaille pour une maison de champagne maintenant. Il a hésité, puis ajouté « Elle me manque ». J'ai observé cet homme que j'avais aimé pendant si longtemps, notant les nouvelles rides au coin de ses yeux, la tension dans sa mâchoire. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas? Il a eu un rire amer. Non, certainement pas. Il m'a regardé directement, ses yeux cherchant les miens. Et toi, Sophie, tu es heureuse? La question m'a surprise par sa sincérité. J'ai pris un moment pour réfléchir. Oui, ai-je finalement répondu. Pas de la façon dont je l'avais imaginé, mais oui, je suis heureuse. Je l'ai vu dans les journaux, a-t-il dit doucement. Toi et Pierre Dubois. L'ironie ne m'a pas échappé. L'article en question était paru quelques semaines plus tôt. Une photo de Pierre et moi à l'inauguration d'un nouveau bâtiment qu'il avait conçu, nos mains entrelacées, nos sourires authentiques. C'était la première fois que notre relation était évoquée publiquement. « Ce n'est pas ce que tu crois », ai-je répondu. Nous ne nous sommes pas tournés l'un vers l'autre par vengeance ou dépit. C'est arrivé naturellement, avec le temps. Antoine a hoché la tête, acceptant ma réponse sans argumenter. Il a l'air d'être un homme bien. Il l'est. Un silence s'est installé, non pas embarrassé, mais empreint d'une mélancolie partagée pour ce qui aurait pu être, pour les versions de nous-mêmes que nous avions perdues en chemin. J'ai décidé de ne pas vendre, a finalement dit Antoine, changeant de sujet. Pas tout le domaine en tout cas, juste quelques parcelles pour rembourser des dettes et investir dans de nouveaux équipements. Cette annonce m'a prise par surprise. Vraiment, ton père sera soulagé. C'est en partie grâce à toi, a-t-il admis. Cette exposition, ces investisseurs que tu as contactés, ça m'a rappelé pourquoi ce lieu est spécial. Je n'ai pas su quoi répondre à cet inattendu témoignage de gratitude. François est revenu à ce moment, mettant fin à notre conversation privée. En partant, Antoine m'a serré brièvement dans ses bras, une étreinte légère, presque fraternelle, qui sentait la clôture plutôt que le regret. Dans le train du retour vers Paris, j'ai contemplé cette rencontre, surprise par la paix qu'elle m'avait apportée. La blessure était cicatrisée, la colère dissipée. À sa place, restait une sorte de sagesse mélancolique, la compréhension que même les relations qui se terminent mal peuvent nous enseigner des leçons précieuses sur nous-mêmes et sur la vie. L'exposition « Héritage et renouveau, 8 générations au Château Leclerc » a ouvert ses portes 3 mois plus tard, accueillant une foule impressionnante de passionnés de vin, de collectionneurs d'art et d'investisseurs potentiels. François, resplendissant dans son costume traditionnel de vigneron, accueillait les visiteurs avec une fierté évidente. Antoine, plus réservé mais visiblement ému, guidait les groupes à travers les caves historiques, racontant l'histoire de ses ancêtres avec une passion renouvelée. Pierre était à mes côtés, élégant et attentif, sa main trouvant discrètement la mienne dans les moments où l'émotion menaçait de me submerger. Voir le fruit de mon travail, les photographies soigneusement restaurées, les objets anciens mis en valeur, les récits de vie entrelacés dans une narration cohérente, me procuraient une satisfaction profonde qui transcendait les circonstances personnelles qui m'avaient amené ici. « C'est magnifique, Sophie », a murmuré Pierre, contemplant une installation particulièrement touchante, une collection de lettres d'amour échangées entre l'arrière-grand-père d'Antoine et sa femme pendant la guerre, accompagnée de photographies et d'objets personnels. « Tu as capturé l'âme de cette famille. Merci, ai-je répondu, ému par son appréciation. C'était important pour moi de montrer l'humanité derrière l'institution, les personnes réelles qui ont façonné ce lieu. Tu as réussi au-delà de toute espérance. L'exposition a été un succès retentissant. Des articles élogieux sont parus dans la presse spécialisée, des offres de partenariat ont afflué et le Château Leclerc
est rapidement devenu un exemple de la façon dont une propriété viticole historique pouvait se réinventer tout en préservant son héritage. Deux investisseurs en particulier, un collectionneur suisse et une entreprise familiale japonaise spécialisée dans les grands crus, ont proposé des partenariats qui permettraient au domaine de moderniser ses installations tout en conservant son contrôle et son identité. Antoine, avec l'aide de son père, a finalement opté pour l'offre japonaise, séduit par leur approche respectueuse des traditions et leur vision à long terme. 6 mois après l'ouverture de l'exposition, François m'a invité à dîner au domaine pour célébrer la signature officielle du partenariat. Pierre m'accompagnait, notre relation ayant évolué vers une intimité profonde et sereine qui me comblait chaque jour davantage. Le dîner s'est déroulé dans la grande salle à manger du château, où tant de repas familiaux avaient eu lieu au fil des décennies. La table était magnifiquement dressée, les bougies projetant une lumière dorée sur l'argenterie ancienne, et les verres en cristal. Antoine était présent, ainsi que plusieurs membres de la famille élargie et les nouveaux partenaires japonais. François a levé son verre pour porter un toast. « À l'avenir du château Leclerc », a-t-il dit, sa voix empreinte d'émotion. Et à Sophie, sans qui cet avenir n'aurait peut-être pas été possible. Tous les regards se sont tournés vers moi, bienveillants et reconnaissants. J'ai senti une chaleur m'envahir, non pas l'embarras, mais une satisfaction profonde et tranquille. Pierre a serré ma main sous la table, son pouce caressant doucement ma paume, un geste simple qui me rappelait que j'étais aimé, véritablement et complètement. « Merci François », ai-je répondu simplement. C'est un honneur d'avoir pu contribuer à préserver cet héritage extraordinaire. Plus tard dans la soirée, alors que les invités profitaient du digestif dans le salon, je me suis éclipsée pour marcher dans les jardins. La nuit était douce, l'air parfumé par les roses et le jasmin. Je me suis dirigée vers un petit banc de pierre niché sous un magnolia centenaire, un lieu où j'avais souvent trouvé refuge pendant mes années en tant que Madame Leclerc. Antoine m'a rejointe quelques minutes plus tard, 2 verres de cognac à la main. Il m'en a offert un sans un mot, puis s'est assis à côté de moi, laissant un espace respectueux entre nous. « Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi tu aimais tant cet endroit précis du jardin, » a-t-il dit après un moment. « Maintenant, je crois que je commence à saisir. » J'ai souri, contemplant la vue parfaite sur les vignes, baignées par la lumière de la lune. C'est paisible, on peut voir tout le domaine d'ici, mais on se sent comme dans un monde à part. Antoine a hoché la tête, pensif. « Je voulais te remercier, Sophie, pas seulement pour l'exposition, mais pour ta grâce, je suppose. Tu aurais pu me détruire ma réputation, saboter le domaine. Tu en avais le droit, après ce que j'ai fait. Mais tu as choisi une voie différente. Ces paroles m'ont touché plus que je ne l'aurais imaginé. La vengeance ne guérit pas les blessures, Antoine. Elle les approfondit. Tu as toujours été plus sage que moi, a-t-il murmuré. C'est l'une des nombreuses choses que j'ai gâchées en te perdant. J'ai senti une dernière pièce du puzzle se mettre en place dans mon cœur. Non pas le pardon complet peut-être, mais une acceptation sereine de ce qui s'était passé, de la façon dont cela avait transformé nos vies. Nous avons tous les deux évolué, ai-je dit doucement. Peut-être que c'était nécessaire, même si le chemin a été douloureux. Pierre est un homme chanceux, a dit Antoine après un moment de silence. J'espère qu'il le sait. Il le sait, ai-je répondu avec un petit sourire. Et il me le rappelle chaque jour. Antoine a acquiescé, avalant une gorgée de cognac. Il te regarde comme je n'ai jamais su le faire, comme si tu étais la réponse à une question qu'il n'avait même pas encore formulée. Cette observation m'a surprise par sa perspicacité et sa poésie. Antoine avait changé, lui aussi, devenant plus réfléchi, plus conscient peut-être de ses propres failles et de leurs conséquences. « Sois heureuse, Sophie, » a-t-il dit en se levant. « Tu le mérites plus que quiconque. » Il est parti avant que je puisse répondre, me laissant seule avec mes pensées et le panorama paisible des vignes endormies. Quelques minutes plus tard, j'ai senti une présence familière s'approcher. « Tout va bien ?» a demandé Pierre, s'asseyant à côté de moi. « Oui » ai-je répondu, et c'était vrai. « Tout va bien. » Il a passé son bras autour de mes épaules, m'attirant contre lui. « Tu as l'air pensive. » Je réfléchissais à tout le chemin parcouru depuis cette soirée au ciel rouge, ai-je expliqué. Comment ce qui semblait être la fin de tout
s'est transformée en un nouveau commencement. Pierre a souri, déposant un baiser léger sur ma tempe. La vie a une façon étrange de nous mener exactement où nous devons être, même si le chemin semble parfois incompréhensible. J'ai levé les yeux vers lui, cet homme qui était entré dans ma vie par la porte de la tragédie et qui était devenu mon ancre, mon compagnon, mon amour véritable. Je ne regrette rien, ai-je murmuré. Pas même la douleur, pas même les larmes. Elles m'ont conduite à toi, et moi à toi, a-t-il répondu simplement. Nous sommes restés ainsi longtemps, enlacés sous le magnolia, contemplant les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Ces mêmes vignes qui avaient été témoins de ma vie avec Antoine étaient maintenant témoins de mon bonheur avec Pierre. Un rappel que les lieux demeurent alors que les personnes évoluent, que la vie continue son cours imperturbable malgré nos drames personnels. Le lendemain matin, alors que nous nous préparions à retourner à Paris, François m'a rejointe sur la terrasse où je prenais mon café. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit, me tendant un petit paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait un ancien médaillon en argent, finement ciselé, contenant une minuscule photographie du domaine prise au début du siècle dernier. « Il appartenait à ma grand-mère », a expliqué François. Elle le portait toujours pour se rappeler d'où elle venait, même lorsqu'elle voyageait loin du domaine. « Je voudrais que tu l'aies. J'ai été profondément touchée par ce geste. François, je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux, avec une telle valeur sentimentale. Bien sûr que si, a-t-il insisté doucement. Tu fais partie de l'histoire de ce lieu, Sophie. Ton nom sera dans nos archives, ton travail sera rappelé par les générations futures. Ce médaillon te rappellera que quelle que soit la distance, tu auras toujours une place ici. » Les larmes me sont montées aux yeux alors que je serrais le vieil homme dans mes bras. « Merci », ai-je murmuré, « pour tout. » Sur le chemin du retour vers Paris, assise dans le train à côté de Pierre, qui travaillait tranquillement sur les plans d'un nouveau projet, j'ai contemplé le médaillon reposant dans ma paume. Il représentait tant de choses, l'acceptation, la guérison, la continuité de la vie malgré les ruptures et les changements. « À quoi penses-tu » a demandé Pierre, remarquant mon expression pensive. « Je pense que parfois, les fins sont juste des débuts déguisés, ai-je répondu, et que la vraie force ne vient pas de savoir éviter la douleur, mais de savoir la traverser et en ressortir transformée. » Il a souri, prenant ma main dans la sienne. « Et transformée, tu l'es certainement. La femme que j'ai rencontrée cette nuit au ciel rouge était brisée mais déterminée. La femme que je regarde maintenant est entière, forte et rayonnante. » Ces mots ont résonné en moi avec une vérité profonde. J'étais transformée, non pas seulement par la trahison et la douleur, mais par les choix que j'avais faits ensuite, choisir la dignité plutôt que la vengeance mesquine, choisir de reconstruire plutôt que de rester dans les ruines, choisir d'aimer à nouveau malgré les risques. 1 an plus tard, Pierre et moi nous sommes mariés dans un petit jardin près du canal Saint-Martin, entourés seulement de nos plus proches amis et familles. François était présent, représentant cette partie de ma vie que je n'avais pas rejetée, mais intégrée dans mon histoire personnelle. Antoine avait poliment décliné l'invitation, un choix que j'avais respecté et même apprécié pour sa délicatesse. Ma robe était simple, d'un bleu pâle plutôt que blanc, symbolisant ce second départ qui n'effaçait pas le passé, mais le transcendait. Le médaillon de François était accroché à mon bouquet, un rappel que même les expériences les plus douloureuses peuvent mener à des dons inattendus et précieux. Lorsque Pierre a pris mes mains dans les siennes pour prononcer ses vœux, j'ai vu dans ses yeux tout ce que j'avais jamais espéré trouver. Non pas une adoration aveugle ou une passion dévorante, mais une reconnaissance profonde de qui j'étais, avec mes forces et mes fragilités, mes cicatrices et mes espoirs. « Je t'aime non pas malgré ton passé, mais avec lui », a-t-il dit doucement. Car c'est ce passé qui a façonné la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui, celle que j'ai le privilège d'aimer. Ces paroles ont touché mon âme plus profondément que n'importe quelle promesse d'amour éternel ou de dévotion sans faille. Car l'amour véritable, j'avais appris, n'est pas dans les grands gestes ou les déclarations passionnées, mais dans cette acceptation tranquille de l'autre dans sa totalité, dans sa complexité humaine. En regardant les visages souriants autour de nous, Mathilde qui pleurait ouvertement, Philippe qui levait son verre avec enthousiasme,
François dont les yeux brillaient de fierté paternelle. J'ai ressenti une gratitude immense pour ce chemin sinueux qui m'avait mené exactement où je devais être. La trahison d'Antoine et Camille, qui avait semblé être la fin de mon monde, n'était en réalité que le début d'une nouvelle histoire, la mienne, écrite avec mes propres termes, selon mes propres valeurs. Une histoire où la vengeance avait cédé la place à la renaissance, où la douleur s'était transformée en sagesse, où les larmes avaient-ils nourri une floraison inattendue de joie et d'amour authentique. Et si on me demandait aujourd'hui si je regrette cette soirée au ciel rouge, cette confrontation publique qui avait exposé la trahison au grand jour, je répondrais sans hésiter non, car parfois, c'est dans les moments les plus sombres que nous trouvons le courage de chercher la lumière, et c'est dans les épreuves les plus difficiles que nous découvrons notre véritable force. Ma vengeance, finalement, n'avait pas été dans l'humiliation publique d'Antoine et Camille, mais dans ma propre résurrection, dans le fait de construire une vie plus authentique, plus épanouissante que celle que j'avais perdue. Une vie où j'étais aimée non pas pour l'image que je projetais, mais pour la femme que j'étais réellement. Et cela, je l'avais compris, était la plus douce des victoires. Chers amis qui m'avaient suivi jusqu'ici, je vous remercie d'avoir partagé mon histoire, d'avoir traversé avec moi ces moments de trahison, de douleur, mais aussi de renaissance et de redécouverte de moi-même. Mon parcours n'a pas été facile, mais il m'a mené exactement où je devais être. Tout a commencé ce soir-là, au ciel rouge, quand j'ai découvert la plus cruelle des trahisons, mon mari Antoine et ma meilleure amie Camille, ensemble, à cette table près de la fenêtre. Je n'avais pas choisi d'être une victime silencieuse. J'avais planifié ma confrontation avec soin, invitant Pierre, le mari de Camille, à m'accompagner à ce dîner qui allait changer nos vies à tous. La douleur était immense, comme une lame qui transperçait chaque parcelle de mon être. 12 années de mariage réduites à néant en un instant. Une amitié précieuse souillée par le mensonge. Mais dans cette douleur, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. La force de me tenir debout, dignement, et de refuser que cette trahison définisse le reste de ma vie. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, confusion. Antoine a tenté de sauver notre mariage avec des promesses vides et des excuses creuses. Camille a disparu de ma vie aussi rapidement qu'elle était entrée dans les bras de mon mari. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une présence inattendue m'a apporté réconfort et compréhension. Pierre, qui traversait exactement la même tempête que moi. Notre relation a commencé comme une amitié forgée dans l'adversité, deux naufragés s'accrochant l'un à l'autre pour ne pas sombrer. Puis, doucement, naturellement, elle s'est transformée en quelque chose de plus profond, de plus authentique que tout ce que j'avais connu auparavant. Pierre ne m'aimait pas pour l'image que je projetais ou pour ce que je représentais. Il m'aimait pour qui j'étais vraiment, avec mes forces et mes faiblesses, mes cicatrices et mes espoirs. Le destin m'a également ramené au château Leclerc, ce domaine viticole que j'avais aimé pendant mes années avec Antoine. François, mon ancien beau-père, m'avait demandé de l'aider à sauver le domaine qu'Antoine voulait vendre. Retourner dans ce lieu chargé de souvenirs aurait pu rouvrir mes blessures. Mais au lieu de cela, il m'a offert une forme inattendue de guérison. J'ai pu voir, au-delà de mon histoire personnelle avec Antoine, reconnaître la valeur intrinsèque de cet héritage et contribuer à sa préservation. Ma rencontre avec Antoine, après notre séparation, m'a montré à quel point j'avais évolué. La femme brisée du ciel rouge avait disparu, remplacée par une personne plus forte, plus sereine, qui ne définissait plus son bonheur par les actions d'un autre. J'avais appris que parfois, les fins sont simplement des débuts déguisés et que la vraie force ne vient pas d'éviter la douleur, mais de la traverser et d'en ressortir transformée. Mon mariage avec Pierre, 1 an plus tard, n'était pas une tentative d'effacer le passé ou de remplacer ce que j'avais perdu. C'était la célébration d'un amour différent, plus mature, construit sur une fondation de respect mutuel et de compréhension profonde. Dans ses vœux, Pierre avait dit qu'il m'aimait non pas malgré mon passé, mais avec lui, car c'était ce passé qui avait façonné la femme qu'il avait le privilège d'aimer. Ces paroles avaient touché mon âme plus profondément que n'importe quelle promesse d'amour éternel. Ma vengeance, finalement,
n'avait pas été dans l'humiliation publique d'Antoine et Camille, mais dans ma propre résurrection, dans le fait de construire une vie plus authentique, plus épanouissante que celle que j'avais perdue. Une vie où j'étais aimée non pas pour l'image que je projetais, mais pour la femme que j'étais réellement. Et cela, j'avais compris, était la plus douce des victoires. Cette histoire, ma histoire, n'est pas unique. Combien d'entre vous ont connu la trahison, la douleur de la confiance brisée, le vertige de voir s'effondrer ce que vous pensiez solide et éternel? Combien d'entre vous se sont retrouvés face à un choix, s'effondrer ou se reconstruire, laisser l'amertume vous consumer ou trouver un chemin vers la lumière? Si mon récit vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans mes épreuves ou dans ma renaissance, je vous invite à partager votre propre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous surmonté la trahison? Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers la douleur? Avez-vous, comme moi, découvert une force insoupçonnée dans les moments les plus sombres? Le canal Histoires à entendre existe pour cela, pour partager ces récits humains qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, que nos expériences, aussi personnelles soient-elles, résonnent avec celles des autres et peuvent apporter lumière et espoir à ceux qui traversent des tempêtes similaires. Je vous invite à vous abonner à ce canal pour découvrir d'autres histoires comme la mienne, des récits de résilience, de transformation, de courage face à l'adversité. Chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend, racontée avec sincérité et authenticité, sans artifice ni embellissement. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » à cette vidéo si elle vous a touché. Ce simple geste nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient trouver réconfort et inspiration dans ces récits. Partagez-la également avec ceux qui, dans votre entourage, traversent des moments difficiles et pourraient bénéficier de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que la douleur n'est pas une fin en soi, mais peut-être le début d'une transformation profonde. Je tiens également à vous parler du système Merci, une façon pour vous de soutenir financièrement notre canal. Créer ces vidéos demande du temps, de l'énergie et des ressources. Vos contributions, même modestes, nous permettent de continuer à produire du contenu de qualité quotidiennement, à rechercher et à partager des histoires authentiques qui touchent dans le cœur et nourrissent l'âme. Si mon histoire vous a apporté quelque chose, un moment de réflexion, une lueur d'espoir, une perspective nouvelle, envisagez de faire un don via la fonction « Merci » sous cette vidéo. Votre soutien signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer et nous aide à poursuivre cette mission de partage et de connexion humaine. En regardant en arrière sur mon parcours, de cette soirée dévastatrice au ciel rouge jusqu'à aujourd'hui, je réalise que la vie nous offre rarement ce que nous attendons, mais souvent ce dont nous avons besoin. La trahison qui semblait être la fin de mon monde n'était que le début d'une nouvelle histoire, la mienne, écrite avec mes propres termes, selon mes propres valeurs. J'espère que mon témoignage vous encouragera à voir vos propres épreuves, non comme des fins, mais comme des possibilités de transformation, des invitations à découvrir votre véritable force et à créer une vie qui résonne avec votre authenticité la plus profonde. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'attends avec impatience de lire vos commentaires, vos réflexions, vos propres histoires de résilience et de renaissance. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos du canal Histoires à entendre. Chacune porte en elle une sagesse unique, un éclairage différent sur l'expérience humaine dans toute sa complexité. À bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau partage, une nouvelle connexion qui nous rappelle que dans nos expériences les plus personnelles se cache une vérité universelle qui nous unit tous. Car au fond, nous cherchons tous la même chose, être aimés pour qui nous sommes vraiment, trouver un sens à nos épreuves et transformer nos blessures en sagesse.